Mhm. Ouais. Voilà, bonjour à toutes et à tous, chères intervenantes, chers intervenants, chers collègues chercheuses et chercheurs. Je vous souhaite vraiment une cordiale bienvenue à cette discussion, à ce débat, à cette réflexion sur l'open access dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je me réjouis de votre présence et j'espère que les débats seront animés et que vous repartirez avec de l'inspiration par rapport à cette nouvelle tendance. Je dirais en tant que chercheur que qui n'a pas rêvé de voir sa visibilité accrue, soudainement accrue de manière décuplée, de voir sa production en fait accessible dans la moindre librairie ou la moindre bibliothèque reculée dans le monde. Comme vous le savez, c'est possible maintenant. Et même au-delà, puisque les personnes qui n'ont pas accès à une librairie ou à une bibliothèque peuvent même, s'ils sont connectés, avoir accès à la science maintenant, puisqu'on bénéficie à la fois d'un réseau Internet et de la capacité de numériser nos écrits. Donc, nous sommes tous gagnants, chercheuses et chercheurs, à pouvoir bénéficier de cette notoriété accrue. Nous ne sommes pas les seuls gagnants, potentiellement, puisque les éditeurs également bénéficient de cette visibilité accrue. En théorie, tout le moins, mais en pratique aussi, figurez-vous, car si l'on en croit nos collègues belges qui ont une longueur d'avance sur tout le monde par rapport à la politique open access, il y a deux grandes catégories de personnes bénéficiaires de l'open access. Ce sont les auteurs, évidemment, et les éditeurs. Et ça, c'était moins évident, et notamment en Belgique, les éditeurs, les petits éditeurs francophones. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'ils sont visibles dans le monde entier, que les gens prennent conscience de leur existence, consultent leur catalogue et finissent par acheter l'un ou l'autre des ouvrages qu'ils proposent. Donc pour eux, un gain en fait très net au niveau de leur chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours pris en compte par le passé. Alors voilà pour la théorie de l'open access. En pratique, vous savez qu'il y a différentes visions, différentes politiques qui sont mises en œuvre. Et je pense que vous avez tous connaissance du fameux plan S qui veut l'open access pour tous, pour tout et immédiatement. Et comme je l'ai dit lors de la conférence nationale de l'automne dernier que nous avons organisée à Lausanne, je ne souscris pas à cette politique-là. Je suis très réservé. Je pense qu'il y a des moyens d'arranger tout le monde, et notamment les éditeurs également, en ayant une politique intelligente qui nous permette, par exemple, de continuer de publier sur papier. Il faut savoir que nombre de chercheurs et d'étudiants continuent de travailler sur le papier, notamment, et que l'on puisse avoir une politique mixte qui favorise la voie verte, comme on le fait ici à l'Université de Lausanne. Et je peux vous dire que l'Université de Lausanne résistera au plan S tant qu'il le pourra. Je crois que le représentant du Fonds national n'est pas là, malheureusement. J'aurais aimé qu'il l'entende, de sorte qu'on puisse, vivre en harmonie entre le monde de l'édition, et notamment l'édition locale. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et puis, en fait, le monde des chercheurs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez probablement aborder ces questions-là. Donc, au-delà du principe de la voie verte, qui permet à la fois de rendre public assez rapidement au plus grand nombre la production scientifique, mais aussi de permettre aux éditeurs de continuer de vivre et d'être actifs, eh bien, il y a les modalités, évidemment, de l'open access, et c'est ça surtout qui nous concerne aujourd'hui. Et dans le domaine des sciences humaines et sociales, on sait que les différents supports sont importants. Contrairement aux sciences naturelles où finalement on publie dans des revues à comité de lecture, on a un DOI, et puis on publie des papiers, des articles, et puis c'est fini, c'est facile. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, la problématique est beaucoup plus large, puisqu'on a des questions d'image, de droit d'image, des vidéos, des captations audio, qui sont autant de supports et de documents qu'il faut aussi pouvoir rendre accessibles au plus grand nombre, moyennant le respect de copyright qui sont parfois assez complexes. Et je pense que c'est ce que vous allez aborder notamment ce matin ensemble. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir entrer vraiment de plein pied
dans le domaine de l'open access, voie verte. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rester avec vous ce matin, mais je vous souhaite vraiment de fructueux échanges. Profitez-en. Bonne journée. Voilà, merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, professeur Bussy, pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Philippe Bornel, consultant recherche de la Faculté des Lettres, et puis avec ma collègue, la docteure Michaela Crespo, nous co-organisons cette matinée de réflexion sur l'open access pour les sciences humaines. Nous avons un petit changement de programme en raison un peu des chutes de neige et des différents aléas climatiques de ce matin. Le représentant du Fonds national arrivera un peu plus tard, et donc nous avons interverti les parties. Nous allons commencer avec la présentation des éditeurs, que j'ai pris de bien vouloir prendre place ici devant. Et je vais vous présenter très rapidement. Donc nous avons, pour représenter les éditions Alfil, ainsi que l'Association suisse des éditeurs de sciences humaines et sociales, M. Alain Corta, lui-même historien de formation, qui a une double casquette de chercheur et d'éditeur. Madame Matsek, mais je ne crois pas je crois qu'elle est aussi retenue par les aléas climatiques mentionnés, donc elle va nous rejoindre dès qu'elle le peut. Monsieur Claude Pahu, qui lui représente les éditions Antipodes, qui sont bien sûr très prisées de nos chercheurs en sciences humaines et sociales, avec toute une série de collections dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Madame Marie Pellon, pour finir, qui vient de Marseille, qui a fait tout le déplacement depuis Marseille et puis qui représente Open Edition, qui est une plateforme très appréciée, bien sûr aussi de nos chercheurs, et notamment la plateforme qui héberge la revue Études de Lettres, qui est bien connue, en tout cas des collègues de la Faculté des Lettres. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Je propose peut-être qu'on commence dans l'ordre alphabétique, simplement, avec Monsieur Corta, pour un partage des expériences en matière de la publication open access à partir du point de vue justement de l'édition Alfil. Voilà, donc je vous laisse volontiers la parole et puis on aura bien sûr un temps de questions à l'issue des 4 présentations ou des 3, enfin, j'espère des 4 présentations tout à l'heure. Voilà, très bien. Merci en tout cas d'être venu et puis bon débat, bonne réflexion. Voilà, bonjour. Merci aux organisateurs de nous accueillir ici et de donner la parole aux éditeurs. Il y a quelque temps, il y a eu à l'Université de Lausanne, ici, une journée Open Access. Et j'ai un peu regretté que l'université n'avait pas donné assez la parole aux éditeurs durant cette journée. Donc je suis très content qu'aujourd'hui on ait la possibilité de présenter notre point de vue. Je parle ici avec 2 casquettes. Je suis d'une part éditeur universitaire. Notre maison d'édition publie environ 20 à 25 livres universitaires par année, avec à côté environ 20 à 25 livres dans d'autres domaines qui sont plus, ce que je dirais, de l'histoire suisse ou des livres plus généraux. J'aimerais parler de 4 aspects aujourd'hui. D'abord, un premier chapitre que j'ai intitulé éditeur de sciences humaines et sociales, partenaire des chercheuses et des chercheurs. Un deuxième point pour un peu parler du système du FNS de soutien aux publications, parce que beaucoup des publications universitaires sont soutenues par le FNS et c'est important que les chercheurs puissent le connaître et un peu aussi avoir notre position. Ensuite, j'ai une troisième partie que j'ai appelée le libre accès ne change pas le travail de l'éditeur et ne change pas la relation entre l'auteur et l'éditeur. Et puis finalement, qu'est-ce que nous, éditeurs, on propose pour vous en termes d'édition et de libre accès? Voilà. Alors, j'aimerais commencer par un peu une sorte de boutade parce qu'il y a 4 ans, j'ai été parmi les promoteurs d'une pétition qui s'est opposé à la mise en place de la politique du FNS en matière de libre accès. À l'époque, on a été très attentif à ne pas s'opposer au libre accès lui-même, en disant on n'est pas opposé au libre accès, on était opposé aux conditions dans lesquelles le FNS voulait mettre en place ce libre accès. Je m'explique. Le FNS avait un système de soutien aux publications scientifiques qui était en vigueur depuis une trentaine d'années, qui n'avait plus été modifié depuis 30 ans, ce que je regrettais déjà à l'époque, parce qu'il
il nécessitait d'être amélioré et adapté au goût du jour. Puis un beau jour, le FNS nous a convoqué, nous a dit dans 2 mois et demi, le système change complètement. Et en plus de changer, on vous réduit l'argent parce que finalement, l'impression qu'on avait, c'était d'entendre les éditeurs ne servent à rien. Ils sont un peu inutiles, c'est quelque chose qui coûte. Alors que maintenant, on a Internet, tout peut être gratuit, tout peut être facile. Donc nous, on s'est opposé à cette manière de faire en disant non, l'éditeur, il a un rôle très important pour les chercheurs à plusieurs niveaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis surtout, notre propos, c'était de dire ce travail, il a un coût, vous ne pouvez pas le passer à la trappe, sinon vous risquez de faire disparaître un certain nombre d'éditeurs en Suisse, mais même au-delà. Ce que je voulais aussi dire dans ce préambule, c'est que souvent dans le débat sur le libre accès, on fait référence aux grands éditeurs de sciences naturelles ou de sciences qu'on appelle dures. Et dans ce domaine-là, presque tout se fait en anglais. Et puis, un théorème de physique, finalement, il peut intéresser une entreprise chimique à Bâle, comme il peut intéresser un chercheur au Japon, etc. Donc, un article a un lectorat potentiel très, très large. Et en effet, dans le domaine des sciences dures, il y a des éditeurs qui se font beaucoup d'argent. Certains considèrent que c'est trop. Et je pense qu'il y a la matière à critique, et je suis d'accord avec les universitaires qui critiquent ça. Mais d'un autre côté, dans les sciences humaines et sociales, les éditeurs sont souvent de plus petite taille. Déjà, suivant les domaines, il faut publier, on doit publier dans la langue du pays dans lequel on est. Ce qui limite la visibilité, surtout pour des monographies. Et puis souvent, en sciences sociales et humaines, les sujets sont un peu plus... Les exemples qui sont utilisés, disons, pas les théories qui sont présentées au début de l'ouvrage, mais les exemples qui illustrent des cas sont souvent régionaux ou locaux. Ce qui fait que parfois un livre, il n'a pas un potentiel, il ne va pas intéresser... des entreprises susceptibles de mettre de l'argent pour acheter des abonnements, etc. Ce qui fait que souvent, en sciences humaines et sociales, les éditeurs sont de petite taille ou de taille moyenne et les bénéfices ne sont pas aussi élevés que dans les sciences dures. Et il y avait un risque avec la nouvelle politique de libre accès qu'on fragilise l'édition et les petits éditeurs et qu'il y ait des disparitions d'entreprises. Donc voilà, en préambule, ce que je voulais dire. Maintenant, mon deuxième point, le nouveau système du FNS qui a été mis en vigueur en avril, il y a une année, en avril 2018. J'aimerais tout d'abord reconnaître que c'est un système qui est très efficace tant pour les auteurs vous-même que pour les éditeurs. Pourquoi ? Parce qu'on a combattu pendant 2 ans ou discuté pendant 2 ans avec le FNS. On a fait une expérience de publier souvent 2 livres, un en libre accès, un qui n'était pas en libre accès. On a donné tous les coûts de production des livres. Et puis, on est arrivé à un système où on peut publier désormais un livre en libre accès, c'est-à-dire désormais tous les livres que nous publions, nous, de chercheurs et qui sont des livres spécialisés, sont en libre accès immédiatement dès qu'ils paraissent. Et puis, d'un autre côté, on continue à publier des livres papier parce qu'on a constaté, et le FNS et les experts mandatés par le FNS sont aussi arrivés à la même conclusion, c'est de dire qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit « Ah, pour les livres universitaires, le papier va disparaître. On n'a plus besoin du papier parce que le PDF va suffire. » En fait, au cours de l'étude et des retours qu'on avait d'études dans plusieurs pays, on a constaté que les chercheurs, les lecteurs veulent encore une forme papier pour une raison toute simple. Un article de 20 pages, vous pouvez l'imprimer, pris dans une revue, vous pouvez l'imprimer et puis le lire même en électronique ou sur vos feuilles. Un livre de 300 pages ou de 400 pages, c'est quasiment impossible de le lire à l'écran ou c'est difficile. Par contre, là, le PDF, il vous propose des avantages. Vous pouvez facilement
faire des recherches à l'intérieur du document, tomber sur la partie qui vous intéresse, la lire, etc. Mais il reste toujours la possibilité d'acquérir le livre papier. Donc le nouveau système mis en place par le FNS propose ça, et je dois dire que j'apprécie beaucoup. Et puis surtout, ce que a reconnu le FNS, c'est de dire l'éditeur, il a un rôle. Souvent, les chercheurs voient l'éditeur comme quelqu'un qui fait de la mise en page ou qui corrige quelques fautes d'orthographe ou de grammaire, et c'est tout. Non, notre rôle, il est beaucoup plus important. Dans notre maison d'édition, tous les manuscrits font l'objet de 2 lectures, voire, je dirais même 3. On fait une toute première lecture pour décider si on retient un manuscrit ou pas pour édition. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, une lecture éditoriale, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder l'organisation du livre, les arguments de l'auteur, le suivi des arguments, la qualité de la langue, et puis voilà, on fait énormément de remarques, on retravaille avec les auteurs les textes, souvent pour essayer de viser un public un peu plus large que les seuls chercheurs de leur domaine. Ce qui fait que, ensuite, en plus de cette lecture éditoriale, on ajoute, nous, une lecture que j'appelle correction, c'est-à-dire corriger l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la typographie, vraiment pour présenter un texte qui soit lisible et, si possible, où il n'y ait ni faute d'orthographe, ni faute de grammaire, qui soit agréable à lire. On met aussi le livre en page, aussi pour lui donner un design ou une forme qui soit agréable pour les lecteurs, pour les chercheurs. Donc, ce rôle-là, il a été largement reconnu par le FNS, et puis ils ont aussi reconnu que ce travail avait un coût, et puis ils ont adapté les barèmes pour financer les éditeurs, ce qui me permet désormais de dire on peut éditer vos livres avec le soutien du FNS, avec des soutiens complémentaires des universités, dans des conditions qui permettent aux éditeurs de faire un travail de qualité, de mettre en libre accès un PDF du livre, des parutions, et puis de vendre et de commercialiser à côté un livre papier. Voilà. Le troisième point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est quels sont pour vous, chercheurs, qui veulent publier les changements par rapport à avant. Je dirais presque que pour nous, et j'en ai discuté avec plusieurs autres éditeurs, il n'y a pas de changement fondamental. C'est-à-dire que vous devez toujours passer par les mêmes étapes, vous devez être retenu par un éditeur, c'est-à-dire qu'il faut quand même que votre recherche et la manière dont elle est présentée soit de qualité. Il y a un travail que vous devrez mener avec l'éditeur pour souvent améliorer le texte en fonction des publics qu'on vise. Et puis, vous devrez participer à une forme de promotion, que ce soit pour le livre papier et maintenant pour le livre électronique, parce qu'il ne faut pas oublier que jeter un PDF sur le net ne va pas automatiquement lui donner de la visibilité. Il est important que les chercheurs, désormais dans notre maison d'édition, on a adapté les moyens pour les chercheurs de promouvoir leurs livres papier. Et je crois que là, vous avez aussi un rôle à jouer. Donc je dirais de manière générale, si vous avez un ouvrage, un livre à publier, il n'y aura pas de changement entre ce que vous faisiez avant ou ce que vos prédécesseurs faisaient avant vous et actuellement. C'est-à-dire que vous devrez avoir un texte de qualité, vous devez signer un contrat avec un éditeur, vous devez retravailler votre texte. Enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'est-ce que nous, éditeurs, on propose pour vous. Lorsque le libre accès a été mis en place, on s'est très vite rendu compte qu'en Suisse, il y avait très très peu de solutions, je ne dirais pas pour les chercheurs qui publient, mais pour les chercheurs qui veulent trouver le matériel. En fait, il existe des grandes plateformes pour les revues que vous connaissez tous et que vous utilisez certainement tous les jours.
Je voudrais citer ne serait-ce que Open Edition, que en tant que chercheur, tout le monde utilise quasiment tous les jours, ou d'autres plateformes de ce type. Pour les livres, il existait encore peu de choses. Open Edition a développé quelque chose de son côté, mais il existait peu de choses. Et puis on s'est rendu compte, nous, une quinzaine d'éditeurs de sciences humaines et sociales de toute la Suisse, francophone, alémanique, italophone, qu'on avait un besoin de créer quelque chose pour les chercheurs. Et puis on va lancer en avril sous une forme provisoire et en décembre sous une forme définitive une nouvelle plateforme où une quinzaine d'éditeurs vont mettre tous leurs livres en libre accès, d'une part, mais aussi on possède tous de nombreux livres qu'on a publiés qui n'étaient pas en libre accès, qu'on est en train de transformer en électronique, qui seront aussi sur cette plateforme. Ils seront peut-être en libre accès sous forme HTML et en vente sous forme de PDF ou de forme papier, ou certains seront en vente, ou certains seront complètement en libre accès. Chaque éditeur pourra avoir sa politique sur les anciens livres, ce qui fait qu'on espère vous proposer à terme une plateforme où les principales recherches qui sont faites et publiées en Suisse seront accessibles. Et pour vous, c'est un avantage important parce que si chaque éditeur comme nous, qui fait 25 livres par année, les publie que sur son site internet, ils sont difficilement visibles. Ce qui est important maintenant avec le libre accès, c'est de rendre aussi visibles les recherches, que vous puissiez faire des recherches aisément par mots-clés, que vous puissiez entrer dans plusieurs PDF pour voir si le contenu vous convient ou pas, et puis que vous puissiez décider si vous le lisez, si vous achetez finalement une version papier, parce que c'est peut-être plus facile pour lire, etc. Et en se mettant ensemble une quinzaine d'éditeurs, je pense qu'on va vous proposer un outil vraiment très utile. D'autre part, on n'a pas encore les moyens de faire toutes nos ambitions, mais notre seconde ambition, en plus de créer cette plateforme, c'est de la mettre en lien avec d'autres plateformes internationales. Vous connaissez la plateforme Kern, par exemple, qui a 10 millions ou 15 millions de recherches par jour de chercheurs. Si on arrive à se mettre avec eux en lien, vos travaux qui seront publiés là vont gagner en visibilité. C'est-à-dire qu'ils vont être visibles de millions de chercheurs qui font chaque mois ou chaque jour des recherches. Donc notre ambition, ce n'est pas de simplement faire une plateforme pour la Suisse, mais d'en faire une plateforme internationale qui aura les langues de la Suisse, mais aussi l'anglais, et puis qui sera en lien avec d'autres plateformes pour vraiment diffuser vos savoirs, les contenus que vous inventez, que vous développez. J'aimerais encore dire une chose. J'ai dit au début, je me suis lancé contre la nouvelle politique du FNS en 2014, mais je ne me suis jamais lancé contre la modalité du libre accès, parce que finalement, cette politique du libre accès, nous, comme petit éditeur, elle nous a offert un avantage, ça a été dit par mon prédécesseur, c'est que désormais, on peut dire à un chercheur, votre livre, il sera visible de partout. Et récemment, j'ai encore reçu un éditeur africain universitaire qui venait un peu voir nos pratiques, et puis il disait « Ah, c'est fantastique parce qu'en effet, vos livres, les gens travaillaient aussi dans des bibliothèques en Afrique, ils disaient « On arrive maintenant à mettre vos livres visibles pour nos chercheurs. » Et il y a quelques années, j'enviais beaucoup Peter Lang parce qu'ils avaient une capacité de diffuser leurs livres dans toutes les bibliothèques scientifiques. Oui, je finis dans 2 minutes. Peter Lang avait la capacité de diffuser leurs livres dans toutes les bibliothèques universitaires du monde. Désormais, moi, comme petit éditeur, j'arrive à faire ça parce qu'en plus, avec le libre accès, les bibliothèques commencent à prendre les PDF et les mettre aussi sur des plateformes. Donc vos livres, même à un éditeur neuchâtelois comme moi, sont accessibles et visibles. Donc voilà ce que je pourrais dire de mon côté par rapport au libre accès. Très bien, voilà, merci beaucoup. Nous accueillons Madame Matzek qui nous rejoint. Voilà.
Et puis je donne la parole à Monsieur Claude Pahu pour continuer, puisqu'il est second sur la liste ici. Ça laisse un peu de temps aussi. Voilà. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis entièrement d'accord avec les conclusions de Alain Corta. Avec l'arrangement qu'on a trouvé avec le Fonds national, le monde de la recherche et le monde d'édition sortent tous deux gagnants. Aux éditions Antipode, on a sorti en 2017 un livre dirigé par deux professeurs de l'UNIL, Fabrizio Butera et Christian Sterkle, qui s'appelle « Conflit constructif, conflit destructif ». Je crois qu'avec ce différend qu'on a avec le Front national, on a réussi à déboucher sur une issue très constructive dont tout le monde peut se féliciter. Donc, comme l'a dit Alain, les textes soutenus par le FNS seront disponibles immédiatement en open access pour tous les chercheurs, même s'ils travaillent dans une université ou un pays désargenté. Ces textes échapperont à l'emprise de certains éditeurs rapaces. Un autre aspect que j'aimerais souligner, c'est que grâce à l'open access, les recherches qui pourraient être dérangeantes seront aussi beaucoup plus facilement accessibles dans les pays où la liberté d'expression et de recherche est plus limitée. Parce qu'évidemment, on se souvient que les sciences sociales ont souvent la qualité de déranger. Les documents numériques passent plus facilement les frontières que les livres papier. Il suffit de constater les contrôles qui sont effectués sur les livres, importés par exemple pour le Salon du livre d'Alger, pour voir quels contrôles sont effectués. La liste des titres est épluchée, mais par contre, aucun douanier n'était voir ce qu'il y avait dans la clé USB que j'avais dans la poche. Peut-être qu'il y avait de la musique d'ailleurs. Donc les aides du FNS permettent aux maisons d'édition de réaliser la version numérique avec tout le soin nécessaire à toutes les étapes, lectorat, mise en page, correction par des professionnels, vérification multiple. Si tout ou partie de ces étapes sont réalisées dans notre pays, il reste pourtant difficile d'assurer des salaires un tant soit peu convenables, donc il faut des ressources complémentaires. Une autre issue positive de cette discussion avec le Fonds national, c'est la création de cette association d'éditeurs de sciences sociales au niveau national. Ce qui nous a permis d'échanger nos pratiques, des réflexions et de mettre sur pied la plateforme dont Alain Corta a parlé. Il faut dire que la création d'une association comme celle-ci n'était pas forcément gagnée d'avance, parce que les éditrices et les éditeurs sont assez solidement individualistes. Bon, il y a quand même un bémol à cette nouvelle politique de l'open access, c'est qu'on ne connaît pas encore vraiment de manière sûre ses effets sur la politique de vente papier. Alors, comme on a entendu tout à l'heure, certains pensent ou ont observé que les ventes de livres papier ont augmenté. D'autres craignent le contraire. En attendant d'y voir vraiment plus clair, comme d'autres confrères, nous avons décidé de réduire quand même les quantités de tirage papier, en espérant qu'on se trompe et puis qu'on va être surpris en bien. Dans ce cas-là, bon, on augmentera les tirages ou on fera des réimpressions. Cette nouvelle politique de l'open access a aussi mis en lumière un peu le double rôle qu'entendent mener les éditeurs de sciences sociales, c'est-à-dire, bien sûr, rendre les textes disponibles pour les chercheurs et les chercheuses, mais aussi chercher à atteindre le public le plus large possible, de manière à rendre à la société ce qu'elle-même a financé, et de manière aussi à aider ou accompagner certains changements sociaux qui pourraient être souhaitables. Et ces deux objectifs sont, à mon avis, complètement indissociables. Bon, pour être en mesure de réaliser des livres papier, les maisons d'édition ont recours à des fondations privées, aux cantons, aux villes, parfois même aux villages, d'origine des chercheuses et des chercheurs, mais avant tout aux universités. L'importance de ces dernières est primordiale. Bon, j'étais extrêmement ravi d'entendre tout à l'heure que l'Université de Lausanne tenait mordicus aux versions papier. Et Lausanne et depuis longtemps soutient effectivement de manière très importante les publications papier.
il y a une chose que je me suis toujours demandé, c'est au fond pourquoi les autres universités suisses romandes, par exemple, avaient des politiques de financement de l'édition aussi faibles. Il y a, à mon avis, un rapport coût et visibilité qui milite très fortement en faveur du soutien aux livres imprimés. Je pense qu'on pourrait voir, par exemple, de quel livre on parle à la radio suisse romande et de voir effectivement de quelle partie de la Romandie ils proviennent. Bon, voilà, mon insistance sur le maintien du livre imprimé, elle n'est pas seulement dictée par un vieil attachement romantique, un peu désuet au livre papier. Bon, tout d'abord, le produit des ventes de livres papier est indispensable à la survie des maisons d'édition. À moins de produire en masse des documents numériques, sans souci de cohérence ou de qualité du catalogue, ce que n'importe qui pourrait faire, cette production axée sur la quantité ferait faire à l'éditeur, au fond, un autre métier. Parce qu'éditer, c'est avant tout choisir des textes qui prennent sens dans un catalogue, parmi les innombrables travaux académiques produits, de produire des textes de qualité que l'on suppose pouvoir intéresser au moins quelques centaines de personnes, aujourd'hui, demain ou après-demain. Parce que l'éditeur, avec ses stocks de livres parfois encombrants, maintient quand même en vie, si on peut dire, tous les titres qu'il a publiés auparavant. Et c'est pas rare que, par exemple, on a des titres qu'on a publiés il y a 25 ans et qui sont encore vendus très régulièrement. Donc il n'y a pas de microdata sur les livres papier, à mon avis. Donc, pour être en mesure de verser des salaires qu'on vise au moins aussi élevés que ceux des assistantes et assistants de première année, on doit travailler cet autre aspect important de notre activité d'édition, diffuser des travaux scientifiques le plus largement possible. L'incitation économique, sa nécessité, garantit et oblige alors à des efforts soutenus afin de promouvoir les livres. Sans cet aiguillon financier indispensable, quelle activité des éditeurs serait-elle mise à mal, qui sont au cœur du métier d'édition, qui lui donnent aussi de l'intérêt, qui justifient même l'existence d'une maison d'édition. Ce qui pourrait disparaître, s'il n'y avait plus de livre papier, ce serait l'envoi de services de presse. Et à mon avis, pour les journalistes qui sont encombrés de manuscrits qui viennent de toutes parts, il y a une immense différence entre un tas de PDF au fond d'un disque dur et une pile de livres papier qu'ils voient peut-être tous les jours. Il y a quand même une incitation que produit le livre papier à prendre en compte les écrits. Évidemment, les éditeurs maintiennent et mettent en place aussi leur propre site Internet, envoient des newsletters, sont présents sur les réseaux sociaux, organisent des vernissages, des tables rondes ou d'autres événements. Ils participent aussi à des salons en Suisse ou à l'étranger. Un autre aspect important est évidemment la mise en place d'un réseau de diffusion et de distribution efficace dans les librairies, en Suisse ou à l'étranger. Ce côté de diffusion est aussi important puisqu'il est accompagné par des représentants qui vont défendre et placer les livres en librairie. Donc, sans le financement de l'impression, sans l'objet livre, les éditeurs ne pourraient plus accomplir ce travail de défense des textes qui sont publiés, qui sont destinés à des publics différents. Le métier perdrait du même coup à peu près tout son intérêt. En conclusion, je plaide donc à la fois pour la diffusion efficace et rapide des textes universitaires, avec tous les avantages qu'amène le livre numérique, et dans le même temps, pour le maintien des conditions qui permettent d'imprimer des livres imprimés qui ont des avantages irremplaçables, dont, par exemple, le confort pour une lecture au long cours. Le livre imprimé que nous connaissons provient de toutes les recherches graphiques et typographiques qui ont été réalisées depuis la Bible de Gutenberg en 1455, c'est-à-dire à presque 600 ans. Donc ce qu'on a sous les yeux quand on ouvre un livre, c'est comme le résultat d'une longue évolution qui permet d'avoir des textes qui soient très lisibles, même si le contenu n'est pas toujours facile. Mais je vais en rester aux considérations précédentes et laisser les aspects plus techniques liés à l'activité de lecture et à ses supports pour une autre fois. Merci de votre attention.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pahu. Nous allons continuer avec Madame Matzek de Petolang. Elle va s'exprimer en anglais, je crois, mais bien sûr, les questions seront. Vous pouvez poser des questions en français à l'issue de la séance. Voilà. Thank you very much for inviting me to this nice symposium. In preparation of this conference, I'd like to tell you something about our status, where we go to, and about our experience with the Schweizerischen Nationalfonds. At the beginning of 2016, the second call to tender was launched. We, as a publishing house, took part in this pilot project, how they call it. There were 11 Swiss and German academic publishers participate. 42 books were published in accordance with two models. One, the open access with period of an embargo. This was model 1. And on the other side, we have open access after 24 months. This was the model 2. From our house, we have 12 books, which were published from the editorial side. Let me give you first some statistics on the publication which took part. There were from the German-speaking Switzerland, it was publishing houses like ours, or Kronos Verlag, or Schwabe, Seismo, and from the French-speaking, there were Édition Alfil, or Libro à Droit, Édition Casagrande from the Italian-speaking, and then from Germany there were 3 other houses, namely Transkript Verlag, or Waldstein Verlag, and the Karl Grossmann Verlag. There were 52 models, 52 books which take part in this pilot project. Mostly of them come from the German-speaking part, and the other half from the French-speaking part. Our experience was we strictly concentrate on the way which the SNF gave us a rule. We have 3 ways. The green way, which means the self-archiving, and an embargo period of 24 months from the date of first publication. We have the self-archiving on an institutional repository to our author's website by the author under the following conditions. The institution states very clearly that it is the AAM, not the definitive published version of record of the chapter. Our publication is acknowledged properly as the definite published version of record, and the institution includes a link to the publication on our website with a DOI in accordance with eventual series or journal editors, and you have not to pay no charge. The second way is the green way, which is more or less a data management through the publisher, which has an embargo period of 6 to 24 months. We have a self-archiving on an institutional repository by the author under the following conditions. The post-print version or publisher's version, that means that the PDF can be archived. Our publication is acknowledged properly as the defined published version of record. Credits are given, and the institution includes a link to the publication on our website, the DOI. The green way, through the publisher in accordance with eventual series or journal editors, that has the CC BY license, the distribution by Peter Lang website or other websites like OAPEN, Google Books, and data management through the publisher. You have to pay an extra charge for publisher's service. Individual calculation, we are doing individual calculation depending on the embargo period, and our charge per publication for our service, for publishers' service. And then we have the very high way, that is the golden way with no embargo period, direct open access print publication. There we test the distribution by our websites, by OAPEN, by Google Books, and also by a license. So we separate 2 ways, the green way and the golden way. Mostly we are not so big like Springer or other widely open access. We are just a small publishing house. We got a lot of questions, and we have the impression that it is all a bit confusing
from our experience, because there are a lot of rumors inside, and so we thought we create an open access platform to give you the main information on our website. There you find a lot of things and detailed what is open access, an FAQ, benefits for you as an author, the credit common license, and our partners to whom we worked. As a publishing house, we see Open Access 2020 as part of Open Science. So for us, it means Open Science at Peter Lang should represent a new approach to the scientific process based on cooperative work and new ways of diffusing knowledge by using digital technologies and new collaborative tools. So we think about open lab books, open data, open peer review, open access, open source, scientific social networks, science, citizen science, and open educational resource. This is what we do normally from the editorial side, and then we also have the side we get a lot of questions from Bibliotheken. So on this, we offer a service at mainly open access book titles which are on our backlist. Until the end of 2018, we have partnerships now with the Leibniz Informationszentrum für Wirtschaft in Germany or others, mainly for Duisburg, Essen, and many more. For this, these are special programs for Bibliotheken, so we offer their special service like copy editing, typesetting, ePDF, or archiving, distribution, mark records, and user statistic. This is all what I can say at the moment, and we are looking forward for manuscripts, testing them like normal books, and we see the international development more or less from the technology development, information can share, and to an information economy and to an open science. This is and we need for speed, we need for fair, secure, and interoperational and user-friendly infrastructure, and we need for trained data scientists, science editorials, and expertise in the fields. Thank you very much. Parfait, merci beaucoup, Madame Matzek. Et puis voilà, nous allons donc enchaîner avec notre dernière intervenante, Madame Pellon, pour Open Edition, et puis après nous aurons un moment de questions. Bonjour à tous, je remercie Philippe Bornet et Michaela Crespo pour l'invitation. Je suis heureuse de participer à cette table ronde et de présenter l'expérience d'Open Edition. Alors Open Edition a été créée il y a maintenant 20 ans sous le nom de Revue.org au départ. Open Edition est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation français, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université d'Aix-Marseille, le CNRS, l'Université d'Avignon. C'est une infrastructure nationale qui développe des plateformes de communication scientifique en sciences humaines et sociales en accès ouvert. Et on s'inscrit en ce moment aussi dans la construction d'une infrastructure européenne qui est portée par Opera, qui est un projet dont vous avez peut-être entendu parler. Donc les 4 plateformes que nous développons sont Calenda, une plateforme dédiée aux événements scientifiques, Hypothèse, une plateforme de blog scientifique, et puis celle dont on va plus parler aujourd'hui, Open Edition Books pour les livres et Open Edition Journals pour les revues. Alors le premier point à prendre en considération, c'est que nous, Open Edition, nous ne sommes pas l'éditeur des contenus qui sont publiés sur les plateformes. Nous avons une petite expérience en tant qu'éditeur avec Open Edition Presse, mais ce n'est pas notre activité principale et je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur notre activité en tant que plateforme, même si on pourra revenir sur cette expérience si vous le souhaitez plus tard. Donc notre rôle à nous, en tant qu'infrastructure, c'est d'offrir aux équipes éditoriales un dispositif de communication scientifique qui permet d'accroître au maximum la dissémination des contenus édités. Cette large visibilité est rendue possible
parce que les contenus qui sont publiés sur la plateforme sont structurés selon des normes et des standards qui permettent l'interopérabilité et qui permettent donc de discuter, communiquer, échanger des données avec d'autres acteurs, les bibliothèques, les bases de données, les moteurs de recherche généralistes. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt et l'impact de la diffusion du savoir en open access, mais davantage sur notre expérience et les évolutions qu'on a pu voir ces 20 dernières années. Le premier constat, c'est l'augmentation du nombre de contenus en open access, en sciences humaines et sociales, sur nos plateformes. Donc pour les revues, en 2018, nous sommes à 76% des revues qui sont diffusées en open access, et 34% seulement avec une barrière mobile. En 2011, on avait 54% des revues qui étaient diffusées en open access et 46% avec une barrière mobile. En 2011, on a lancé un programme sur lequel je reviendrai plus tard, qui s'appelle le Freemium, et qui, on a vu ça maintenant avec le temps, a constitué une bascule en faveur de la diffusion en accès ouvert. Pour les livres, c'est un peu différent. La plateforme est bien plus récente. Elle n'a pas 20 ans, mais elle est née en 2013. En 2018, on avait 78% des livres qui étaient en open access. Donc, open access pour tous les formats ou open access freemium. Je reviendrai sur la distinction plus tard. Et 22% en accès exclusif. En 2013, au moment du lancement de la plateforme, on avait 75% des ouvrages qui étaient en open access et 25% en accès exclusif. Ce qu'on voit, c'est que la progression est beaucoup plus faible ici, mais on est parti dès le départ avec un nombre d'ouvrages en accès ouvert beaucoup plus élevé, puisque les éditeurs peuvent bénéficier d'un programme de soutien à la numérisation, c'est-à-dire qu'on prend en charge la mise en ligne des contenus et le traitement des contenus, si 50% des titres qu'ils proposent sont diffusés en open access freemium. Le deuxième constat, c'est que la diffusion numérique est capitale et qu'il n'y a pas de dualité entre un livre papier et un livre numérique nécessairement. On peut construire une politique qui est basée sur une diffusion multisupport. La diffusion numérique est donc capitale pour toucher un plus grand nombre de lecteurs. La bibliothèque et la librairie ne sont plus les seuls points d'accès au savoir et aux livres édités. Il faut donc que les éditeurs pensent diffusion papier et numérique dans leur chaîne de production. Pour cela, il est important d'avoir conscience qu'il y a des plateformes de diffusion qui mutualisent plusieurs activités, celles de référencement, de diffusion, qu'elles soient commerciales ou non, de structuration du contenu, d'achat de DOI par exemple, de valorisation et d'éditorialisation des contenus, sous une autre forme qu'un catalogue d'un éditeur. Et si on prend l'exemple d'Open Edition, on note que le coût d'adhésion est nul pour l'éditeur, en fait. Il doit juste faire acte de candidature et le conseil scientifique va accepter ou pas cette candidature sur la qualité scientifique des contenus qu'il propose. Ensuite, l'éditeur peut choisir soit de mettre en ligne les contenus avec sa propre équipe ou alors de payer des prestations pour la mise en ligne. Donc, quand il choisit de mettre lui-même en ligne les contenus sur la plateforme, il suit une formation gratuite de 2 jours et à l'issue de cette formation, il a la capacité de structurer les contenus et de les mettre en ligne sur la plateforme. Ça, c'est un élément important. Et dans ce contexte-là, il est important de savoir qu'il existe des chaînes qu'on appelle des chaînes de single source publishing. À partir d'un seul et même fichier, on peut avoir une sortie vers des formats numériques ou des formats papier. Et je pense qu'une des questions pour les éditeurs au niveau de la mise en place de cette politique en faveur de l'open access est aussi d'adapter sa chaîne de production pour ne pas avoir un double coût de traitement et pour la production d'un ouvrage numérique et pour la production d'un ouvrage papier. De l'expérience d'Open Edition, les éditeurs qui sont les plus dynamiques sur la plateforme sont ceux qui travaillent avec une chaîne de single source publishing et notamment les outils développés par Metop, les presses universitaires de Caen.
Donc, indépendamment de la diffusion numérique, quoi qu'il arrive, l'édition d'un ouvrage a un coût et mes collègues l'ont rappelé, la chaîne de production peut être ajustée, mais il n'en reste pas moins que si on veut éditer des ouvrages de qualité, il y a un important travail d'évaluation, de relecture, d'éditing, de structuration des contenus. Ce qui m'amène à mon troisième point. On a en 2011 décidé d'expérimenter un modèle économique qui s'appelle le programme Freemium, qui a été mis en place pour les revues, puis en 2013 pour les livres, lorsqu'on a sorti la plateforme de livres. Il s'agit de proposer en fait le HTML en accès ouvert à tous, et donc par là de répondre à la définition de l'open access de la déclaration de Berlin. Et d'autre part, de commercialiser des services comme les formats EPUB et PDF, auprès d'institutions, bibliothèques qui s'abonnent à nos offres ou qui acquièrent des contenus de façon pérenne. Donc cette politique a été mise en place pour diversifier les sources de revenus des éditeurs qui s'engageaient dans l'accès ouvert. Et donc, je peux vous faire un petit retour sur les revenus en 2017, puisque les revenus de 2018, on est en train de consolider les chiffres, et donc je ne vous donnerai pas des chiffres exacts. Sur les revues, on en a sur 500 revues qu'on diffuse, 160 font partie du programme Freemium. Et en 2017, on a, grâce à la commercialisation d'abonnements dans les bibliothèques, eu des revenus de 245 000 €. 66,4% sont reversés aux revues qui participent à ce programme. Les 33% restants sont reversés à la plateforme Open Edition. Ça représente des revenus qui sont très différents en fonction des revues, en fonction de l'ouverture de la revue, du nombre de contenus disponibles. Donc ça va de quelques centaines d'euros à quelques revues qui ont 10 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable dans le modèle économique d'une revue. Pour les livres, j'ai pris le parti de vous transmettre les chiffres de l'offre globale, c'est-à-dire qu'on a certains livres qui sont diffusés en accès exclusif, donc même le format HTML est fermé pour l'internaute lambda, et d'autres ouvrages qui sont diffusés en freemium, donc le HTML ouvert et les PDF et EPUB commercialisés. Et nous avons maintenant un retour avec 5 ans d'expérience. Nous notons d'une part qu'il n'y a pas de différence en termes de commercialisation, que les ouvrages soient en accès exclusif ou freemium, c'est-à-dire que les ouvrages en accès freemium ne sont pas moins vendus que les ouvrages en accès exclusif. Les ventes ont permis cette année, en 2017, d'avoir 260 000 € pour les éditeurs et on diffuse aussi les ouvrages en librairie électronique. Et donc, on a vendu pour 285 000 € de livres. Toutes ces sommes sont repartagées entre les éditeurs et Open Edition. 66,4% pour les éditeurs et 33,6% pour Open Edition. Donc, c'est un modèle qu'on a expérimenté en 2011 et on voit maintenant que c'est un modèle qui fonctionne, qui permet non pas d'assumer l'ensemble des coûts de production des ouvrages, mais de diversifier les ressources des équipes éditoriales. Donc c'est intéressant. Et au-delà de ce modèle, on pense que c'est important d'en explorer plusieurs et de ne pas se cantonner à un seul modèle. Il y a donc les APC et les BPC, qui sont notamment présents dans la politique Open Access mise en place par le FNS. On voit bien aussi que le FNS a essayé de construire quelque chose d'assez intelligent et qui permet un bon équilibre. Il a essayé de limiter les effets pervers des APC et des BPC, notamment au niveau des revues hybrides et du fait que les financements étaient obtenus que lorsqu'il y avait un véritable travail éditorial sur les ouvrages. Il y a une autre initiative qui s'appelle Knowledge Unlatched qui vise à proposer des titres qui, si un grand nombre de bibliothèques décident de les soutenir,
vont ouvrir un montant libératoire et proposer ces livres en accès ouvert à tous. Il y a aussi une initiative comme Open Library of Humanity qui se base sur différents modèles économiques, notamment le crowdfunding. Et puis, il y a certains États qui décident de négocier à la baisse ou de refuser le maintien d'abonnements de grands groupes et de réinvestir cet argent économisé pour financer des revues, des ouvrages en open access ou des infrastructures qui promeuvent l'open access. Je vais arrêter ici le panorama que j'ai fait de l'expérience d'Open Edition, mais je conclurai en disant que le freemium permet donc d'apporter des revenus complémentaires aux équipes éditoriales, de renforcer leur modèle économique, mais aussi de tisser des liens solides avec les bibliothèques et les institutions qui soutiennent l'offre et d'investir 100% dans la diffusion des savoirs en accès ouvert. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Pellon. Nous allons prendre à présent donc, quelque chose comme 10 minutes, disons, pour discuter, pour des questions. Merci de demander le micro, en fait, comme on enregistre en fait, la session, on va tout passer par les micros. Donc, est-ce qu'il y a des... J'ouvre la discussion, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des... Oui. Merci. Marcelo Ebi de l'École des sciences criminelles. J'ai une question pour M. Pahu. Vous avez dit que ce n'était pas clair si les ventes de livres papier avaient augmenté ou diminué, mais que vous aviez réduit. Comment vous ne pouvez pas savoir ça, si vous avez les ventes annuelles de vos livres? Comme le système vient de se mettre en place, d'open access immédiat, avec les livres soutenus par le Front National, on ne peut évidemment pas savoir déjà maintenant ce qui va se passer. D'autant plus que les livres qu'on publie, ce n'est pas des best-sellers qui ont la durée habituelle de 3 mois. Les livres de sciences sociales de fond, ils ont une durée de vie qui est, comme j'ai un peu dit, qui peut durer jusqu'à 10, 15, 20 ans. Donc on ne peut pas encore savoir ça. Donc habituellement, je suis extrêmement optimiste sur les tirages, mais là, par prudence, je diminue un peu en attendant de voir ce qui va se passer vraiment, quoi. Peut-être pour répondre aussi à votre question du côté de notre maison d'édition, nous, on a constaté depuis que les livres sont en libre accès dès parution et que c'est très visible sur notre site, ce qu'on a fait il y a 6 mois, les ventes ont baissé dans un premier temps. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment le fait que c'est en libre accès. On a quand même des chercheurs qui achetaient régulièrement nos livres pour en découvrir le contenu, puis qu'ils ne l'utilisaient peut-être pas complètement. Ceux-là, ils se contentent désormais du PDF. Donc nos ventes sont en baisse. Il y a un deuxième facteur, c'est qu'en France, les bibliothèques universitaires ont depuis, je dirais, une dizaine d'années, moins investi dans l'achat de monographies. Et on a vraiment constaté ces 5 dernières années un vrai effet sur nos ventes. Je pense que les bibliothèques universitaires françaises ont réduit leurs investissements dans les monographies et que là, il y a ces 2 facteurs qui se conjuguent. Donc nous, on est plutôt en baisse. Alors on espère que peut-être que petit à petit, ça va relancer nos ventes. Dans l'expérience qu'on a fait avec le FNS, on a quand même vu que les téléchargements sur 2 ans d'un livre qui s'est vendu à 180 exemplaires se sont montés à 10 000 téléchargements. Donc on sait jamais ce que signifient ces téléchargements. Ça peut être comme quelqu'un dans une bibliothèque qui prend un livre, qui regarde le titre ou qui regarde la 4e de couverture qui le repose. Ça peut être quelqu'un qui va chercher juste une information ou d'autres choses. Mais en tout cas, on constate cet effet sur les téléchargements. Et on espère qu'à terme, ces téléchargements
vont reproduire de la vente de livres. J'en suis pas encore sûr, je suis très curieux. Les expériences belges et aux Pays-Bas ont montré qu'aux Pays-Bas, il n'y avait aucun effet du libre accès sur les ventes. Voilà, apparemment, ce que j'ai entendu en début de séance en Belgique, il y avait un petit effet positif. On verra ici. Mais pour l'instant, c'est plutôt en baisse dans un premier temps. Alors, peut-être que nous, ce qu'on a constaté chez Open Edition, c'est qu'il y a des ouvrages qui sont des ouvrages du fond de certains éditeurs qui sont à nouveau vendus, ou bien parce qu'ils étaient épuisés, ou bien parce qu'ils étaient plus visibles dans les librairies, parce que les diffuseurs, au bout d'un moment, les mettent en fin de catalogue, etc. Et donc, ça a un impact. Alors, ça peut compenser, en fait, à terme, cette visibilité, les éventuelles pertes de ressources. Et donc, on pense que ce qui est intéressant chez un éditeur, c'est la globalité de son fonds, la cohérence du catalogue, comme vous l'aviez mentionné, et donc rendre disponibles non seulement les ouvrages actuels, publiés actuellement, mais aussi les ouvrages qui ont été publiés dans le passé pour reconstituer la cohérence de ce catalogue en version numérique, c'est important et c'est une source de revenus non négligeable. Je crois qu'il y avait une question juste à côté. Merci de vos informations. J'aimerais juste revenir sur le projet de plateforme des 15 éditeurs suisses et savoir dans quelle mesure, parce qu'on a pas mal parlé de sciences sociales, seront représentés les sujets des littératures, des arts, et dans quelle mesure ces domaines-là représentent des contraintes particulières. Est-ce qu'il vaut mieux des catégories réservées, de l'open access total? Je parle en néophyte. Donc. Alors en fait, la plateforme, elle est ouverte à des éditeurs qui font un travail éditorial, c'est-à-dire qui relisent les textes, qui font un vrai travail. Donc finalement, dans notre panel d'éditeurs, il y a des gens qui font des sciences sociales, mais il y a aussi des gens qui font des sciences humaines, de la littérature, de l'art. Ma maison d'édition publie 3-4 livres d'art par année. Enfin, pas d'art, d'analyse de l'art ou d'histoire de l'art. Et ces domaines-là seront représentés. Alors, vous soulevez une question, quels sont les problèmes pour ces domaines-là? Alors, pour l'art, il y a la question du droit d'auteur, c'est-à-dire, par exemple, les images. Et tout n'est pas résolu par le libre accès, parce que certaines images ne peuvent pas être publiées. Alors, il a été convenu dans les accords avec le FNS que dans ces cas-là, on va publier des livres en enlevant certaines images, c'est-à-dire qu'il y aura un PDF électronique où il y aura une case grise parce que des images, les droits ne peuvent pas être acquis pour du libre accès. Ou alors, souvent, ce qu'on fait, on réduit la qualité des images dans le PDF, ce qui fait que même si quelqu'un la prend pour en faire une copie, elle est de très mauvaise qualité, on ne peut rien en faire à part la mettre sur un site internet. Voilà, il y a des choses. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit d'auteur suisse est en train de changer et il y aura une possibilité d'avoir une sorte de droit de citation pour les images si elles ont un format pas trop grand et si le livre est vraiment un livre qui analyse diverses œuvres. On ne pourra pas prendre, je ne sais pas, toutes les œuvres d'un peintre connu, puis de les mettre, puis dire c'est le droit de citation, non. Mais si vous faites une analyse d'une œuvre d'un peintre et vous mettez 2 images dans un format qui sera limité au niveau de la grandeur et puis qui fait l'équivalent d'une citation pour un texte, vous pourrez la mettre. Et là, ça va aussi nous libérer de ces contraintes de droit, et puis on pourra petit à petit améliorer les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est j'ai l'impression que le droit dans son ensemble doit aussi s'adapter au changement de pratique. Le droit est toujours légèrement en retard sur les pratiques, mais les choses arrivent petit à petit. Et le FNS a quand même prévu quelques possibilités, dans des cas très très rares, de ne pas mettre certains livres en libre accès et de nous autoriser à faire que du papier, justement,
si la question des droits des images ne sont vraiment pas résolues, que le livre n'aurait pas du tout de sens d'être publié avec des carrés gris en PDF. Donc je crois que les gens de ces domaines-là, mais je pense que même dans les sciences sociales, on a les mêmes problèmes pour divers autres sujets. Il n'y a pas de grande crainte. On a eu la chance d'avoir ces débats avec le FNS, de les avoir rendus attentifs à un certain nombre de choses. Et puisqu'il y a au FNS, le FNS est construit de chercheurs. Les gens qui décident au FNS, c'est des chercheurs. Et on a eu des très bons relais parce que les chercheurs ont dit de l'histoire de l'art, d'autres pratiques, de l'architecture, ils ont dit on a des besoins spécifiques et il faut adapter ces besoins. Donc je dirais que notre plateforme s'adapte au contenu des éditeurs. C'est plutôt au niveau de l'éditeur que les choses se font. La plateforme ne fait finalement que retransmettre et essayer de diffuser le plus largement et le plus professionnel, de la manière la plus professionnelle les contenus. D'autres questions? Oui. Merci, c'est juste à propos de cette plateforme justement et la question du nerf de la guerre, c'est son financement. Est-ce que le FNS a participé au financement de la plateforme? Comment elle a démarré? Et puis surtout, comment elle va vivre sur le long terme? Alors, dans un premier temps, la plateforme a deux financements. C'est les éditeurs nous-mêmes qui l'avons financé, et puis la ville et le canton de Genève. Ils accordent chaque année des bourses à des maisons d'édition, et une des maisons d'édition, c'est les éditions Georg à Genève, se sont mis avec nous, ont sollicité ce soutien, l'ont obtenu, et puis c'est ça surtout qui nous a permis de lancer cette plateforme. On ne s'est pas encore adressé ni aux universités, ni aux bibliothèques, ni au Fonds national, parce qu'on a l'idée qu'on va les solliciter, mais on va les solliciter le jour où on a un produit qui peut apporter des choses, puis on va les solliciter d'une part pour la faire fonctionner, parce qu'on a besoin d'employés, et puis d'autre part, on va les solliciter pour développer des outils. Pour l'instant, dans notre plateforme, vous ne pouvez pas cliquer puis obtenir toutes les infos bibliographiques pour les reprendre automatiquement dans EndNote ou des programmes comme ça. Et on aimerait que pour les chercheurs, on puisse offrir des possibilités de ce type. On aimerait aussi que la plateforme soit en lien avec des plateformes internationales, comme par exemple, c'est pas du tout une décision, mais c'est un exemple, Kern, où chaque mois, il y a des dizaines de millions de recherches, ce qui permettrait de donner une visibilité aux travaux des chercheurs. Et on va mettre l'argent qu'on recevra, qu'on pourrait recevoir, soit des instances de la recherche, soit des universités, pour développer notre plateforme. Très bien, peut-être une dernière question. S'il n'y en a pas, moi j'en aurais une. Oui. Je pense que Éditions Alfie, l'Éditions Antipodes et Peter Lang, vous avez travaillé avec le Fonds national pour financer des livres en open access. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans le processus qui vous semblait qui pourrait être amélioré? J'entends l'organisation du peer review, le paiement des BPC, etc. Tout est parfait. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense que le système actuel a beaucoup simplifié les choses, amélioré les choses. Par exemple, avant, le FNS mettait 6 mois pour répondre à une demande de subvention. Il est descendu à 2 mois. C'est un exemple où ils ont vraiment tenu compte des besoins des chercheurs et des éditeurs, parce que maintenant, un chercheur ne peut plus attendre des mois et des mois pour publier. Il y a une pression sur la publication. Et là, il y a vraiment eu des améliorations. J'ai écrit hier au Fonds national pour demander une séance de réunion pour faire le bilan. Le nouveau règlement est entré en avril l'année passée. On a des petites propositions d'amélioration, mais dans l'ensemble, je dirais qu'on est dans un système qui a été beaucoup simplifié, qui tient compte des besoins des chercheurs en termes de rapidité, etc., et qui tient compte aussi de nos coûts réels. Ces coûts ont été vraiment issus de l'étude qu'on a fait pendant 2 ans,
pendant laquelle on a mis tous les coûts, tous les chiffres, on a dû donner, chaque centime a dû être présenté. Ils en ont tenu compte et puis je crois que le système global fonctionne bien. Il y a des améliorations, mais je pense que c'est plutôt des améliorations techniques ou aussi de compréhension. Donc je crois que pour l'instant, il n'y a pas de critique fondamentale de notre part. On a peut-être, nous, des problèmes qui sont peut-être plus compliqués. C'est par exemple, vous avez un chercheur qui atteint 65 ans, qui finit sa thèse à 65 ans et demi, non pas sa thèse, mais la grande œuvre de sa vie, un grand livre, et il ne peut plus être financé. Et on a eu, nous, beaucoup, je dirais, 3-4 chercheurs qui sont dans cette situation, qui sont des chercheurs de premier plan même, et on n'arrive pas à financer leurs ouvrages. Voilà, dans les marges, il y a des problèmes de ce type-là, mais le Fonds national comprend qu'il ne peut pas répondre à tous les problèmes des éditeurs. Il y a peut-être aussi une petite chose qui est nouvelle, c'est quand le Fonds national verse son soutien, il le verse aux chercheurs maintenant, qui doit se charger de reverser à l'éditeur. Ouais. Alors évidemment, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais causé de moins de soucis. Il faut pas que les chercheurs soient en vacances pendant 6 mois à l'autre bout de la Terre. Il faut que les sous restent sur son compte. Donc voilà, c'est un peu un détail, mais c'est quelque chose qui pourrait causer souci une fois ou l'autre. Si j'ose peut-être encore juste une question vraiment en lien très rapidement. Est-ce que la différence aussi entre le financement, donc jusqu'à présent qui était pour le papier quand même, à la subvention qui est exclusivement pour la version numérique, est-ce que cette évolution a causé des problèmes? Est-ce qu'on trouve toujours un subventionnement en fait pour les versions papier? Et puis est-ce que le processus justement, le même processus en fait pour produire la version papier et la version électronique est quelque chose de facile à mettre en œuvre en fait pour chacun de vous? Moi je dirais que comme j'ai un peu dit, ça dépend beaucoup d'où viennent les textes, de quelle université au fond. Suivant, je ne sais pas si par exemple les textes qui viennent de Fribourg, même si on est très partant pour publier la recherche, on est toujours obligé de dire aux auteurs vous êtes sur Fribourg, c'est pas garanti qu'on arrive à publier en papier. C'est pas arrivé très souvent en disant mais c'est quand même arrivé qu'il manquait juste ce qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas prendre le risque, puis qu'on a dû renoncer à publier des recherches. Ouais. Pour nous, les alternatives, c'est de proposer des solutions un peu moins chères en termes d'impression, qui sont par exemple du livre en impression numérique, qui sont moins chers, mais on n'arrive pas toujours à avoir une reliure fil, ce qui a toujours, quand on a une grande thèse de 400 pages, comme on l'a dans certaines disciplines, on produit une qualité un petit peu moindre, mais on arrive parfois à résoudre la solution comme ça. Mais c'est vrai que ce système qui veut que notre travail est désormais quasiment payé par les instances publiques, un petit risque, c'est qu'il y a des discriminations entre chercheurs. C'est-à-dire que si vous venez de la bonne université, on va prendre votre livre. Si vous venez de la mauvaise, il y a toujours un risque que vous soyez discriminé. Alors, nous, c'est jamais arrivé qu'on doive renoncer à un livre pour ça. On a toujours trouvé des solutions. Mais il y a un petit risque. Il y a un petit risque aussi que le jour où il y a une crise financière à la Confédération, que l'argent soit réduit pour le FNS, par exemple, que la publication soit le premier domaine qu'on coupe parce qu'on se dit mieux vaut payer des chercheurs que des publications. Il y aura un jour des problèmes, mais on ne peut pas tout résoudre maintenant. Parfait, voilà, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. On peut encore vous remercier.